Salut les amis, aujourd'hui je vous propose un petit tuto spécial dans lequel je vais vous révéler les secrets de production du marché actuel des arts martiaux. Je parle vraiment du point de vue des éditeurs, des producteurs, de la presse, de la vidéo et nous allons célébrer ensemble quelques événements. C'est parti! Ça y est, l'été va s'installer tout doucement, on sent que les beaux jours sont là, il fait chaud, en tout cas à l'étage il fait très chaud, j'ai donc sorti les Jinbei du placard, installez-vous confortablement, oui nous allons aborder le marché des arts martiaux, mais juste avant je tenais déjà à vous exprimer ma gratitude parce que ça fait un an, et oui c'est le 8 mai 2021 que je vous proposais ce nouveau format de tuto du sensei. On a donc passé un an ensemble, plus d'une cinquantaine de vidéos, même beaucoup plus puisqu'en fait il y avait des petites vidéos spéciales sur des unboxings ou des petits moments particuliers. Donc on a partagé beaucoup de choses ensemble. Je tenais déjà à vous remercier parce que vous êtes une communauté absolument fantastique. C'est précisément ce que j'attendais en faisant les tutos du sensei. On a au bout d'un an cumulé un petit peu plus de 40 000 vues, donc c'est très peu. Mais finalement, c'est absolument pas le nombre de vues que je recherchais en faisant ces tutos du sensei. C'est vraiment une communauté, des échanges, que ce soit dans les commentaires, que ce soit via les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte, après un an, on va dire, d'analyse de tout ce que vous avez pu me faire en retour, que vous êtes vraiment une communauté très bienveillante, que vous pratiquez bien, que vous êtes curieux. On a des échanges vraiment super francs et très très sincères. En tout cas, merci infiniment car c'est vraiment le lien que je voulais établir entre l'audience et ce que je pouvais vous proposer. Alors, ça fait donc un an, j'ai eu beaucoup de commentaires en ces un an. Plusieurs personnes me disaient justement que je devrais démontrer plus durant ces tutos. Dans cette chaîne, il y a déjà plus d'une centaine de vidéos dans lesquelles je démontre des katas, des techniques, je fais du coaching, il y a des vidéos de démonstration, il y a des vidéos d'échange par deux, de combat. Dans ces tutos du sensei, le but pour moi, c'est pas de démontrer les choses. Parce que déjà, ce n'est pas mon rôle de vous apprendre à faire les choses. Je ne vais pas vous apprendre à faire un coup de poing, un coup de pied, ce genre de choses. J'estime que vous avez, vous, des sensei, des dojos, un enseignement qui vous permet de l'apprendre efficacement. Donc, ce n'est pas mon but. Je ne vais pas me suppléer à vos professeurs. Et d'autre part, il y a déjà beaucoup de vidéos dans lesquelles je fais des choses. Donc, ces tutos du sensei sont vraiment destinés à un échange, on va dire, un petit peu plus intellectuel sur, certes, la périphérie des arts martiaux, mais aussi l'essence même, c'est-à-dire la philosophie, certains préceptes purement japonais, certains focus sur des éléments qui pourraient me sembler importants et qui sont applicables à toutes vos disciplines, même si elles sont différentes les unes des autres, mais aussi à votre vie privée ou professionnelle. N'oublions pas que le Dojo-kun, hop, il est juste derrière. Le Dojo-kun, c'est un règlement de bonne conduite et qui est tiré justement des règlements existants au Japon que l'on retrouve notamment dans les écoles. Moi, j'en ai vu à Okinawa, dans des écoles, il y a déjà des règlements comme ça, même à Tokyo, des règles de bonne conduite, il y en a aussi en entreprise. Donc, tout est lié. À partir du moment où on applique un format philosophique, que ce soit dans les arts martiaux ou dans la vie privée, on peut s'en servir. Un deuxième événement, cette chaîne a dépassé ces jours-ci les 14 millions de vues. Donc ça aussi, déjà un grand merci à vous parce que vous contribuez à l'évolution de cette chaîne qui n'était absolument pas destinée à faire des vues en premier lieu. Elle a été ouverte en 2009 dans l'unique but pour moi, en tant que professionnel notamment de la vidéo, de publier les bandes annonces des reportages que je faisais pour mes différents éditeurs. Donc mon but n'était pas ni être lucratif, ni être, on va dire, ni faire de la vidéo internet pour faire des vues, pour attirer du monde, mais c'était uniquement informatif sur d'éventuels professionnels ou éditeurs qui souhaiteraient connaître mon travail et pour pouvoir travailler avec moi, dans ce cas, je les rabattais sur la chaîne YouTube en leur disant, voilà, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà proposé ce genre de choses à différents éditeurs, si vous souhaitez travailler avec moi, voilà, comment ça se passe. Et puis finalement, je me suis rendu compte au bout de quelques années que j'avais beaucoup de retours, déjà beaucoup d'échanges sur les vidéos que je faisais au Japon. Et j'ai décidé de monétiser la chaîne et de mettre beaucoup plus de choses, de commencer à mettre des démonstrations, de commencer avec l'accord de mes éditeurs à pouvoir prendre des extraits des vidéos que je faisais pour eux, ou des reportages, et les mettre dessus. Et puis j'ai commencé à faire des reportages annexes. Lorsque j'allais à l'étranger pour faire des vidéos, hop, je faisais en marge de ce qui m'était demandé ou de ce que je proposais aux éditeurs, je faisais en marge quelque chose que je pouvais ensuite mettre sur la chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux pour les personnes qui me suivaient. Donc finalement, cette chaîne a commencé à gonfler, mais je l'ai monétisée finalement que très tard, vraiment
plusieurs années après l'avoir ouverte. Aujourd'hui, elle est monétisée. Elle n'est pas, c'est pas une chaîne lucrative à proprement dit, puisque j'essaie de garder une philosophie d'échange, de culture martiale. Mon but, c'est pas de mettre que des techniques qui vont faire du clic, parce que ce serait très simple à trouver. Il suffit de prendre des techniques de KO, voire même simplement de copier des choses qui ne sont pas à moi. J'isolerai de vidéos. On va dire que je peux croiser sur YouTube, il suffirait de les copier, d'en garder une partie, de vous les proposer et d'engranger du clic pour faire gonfler la cagnotte. Moi, je pars du principe que cette chaîne, c'est un petit plus en marge de mon métier actuel, mon métier de production. Donc, tant mieux. Je me mets aussi à votre place, j'essaie de garder une cohérence avec ce que je vous propose et surtout, je me dis que voilà, vous avez déjà un contenu, il y a au moins 500 vidéos sur cette chaîne, il y a autant des tutos, des focus, donc que des démonstrations, que des katas. C'est un contenu professionnel qui vous est proposé gratuitement. Moi, en tant que consommateur, quand je vais sur YouTube et que j'ai on va dire un contenu gratuit, bon, j'accepte d'avoir 5, 10, 15 secondes de publicité avant. La plupart du temps, je peux les passer parce que c'est aussi un moyen de faire des revenus pour la personne qui propose gratuitement son contenu. Donc voilà, j'estime qu'il y a une cohérence, mais cette cohérence, je la garde aussi par la philosophie que je vais appliquer à la chaîne, qui est une philosophie culturelle. Pour moi, c'est le plus important. C'est la sincérité de cet échange et ne surtout pas tomber dans le putaclic pour vous proposer des choses hors de propos et qui ne feraient qu'engendrer facilement du clic. Là, les vidéos les plus populaires de la chaîne, qui ont dépassé le 1 million de vues chacune, c'est des reportages que je vous ai ramenés du Japon sur notamment où trouver des katanas, comment se fabriquent des katanas, ce genre de choses. C'est les vidéos des katanas qui priment le plus. Donc des vidéos de katanas, j'en ai en stock parce que lorsque j'ai fait mes reportages au Japon, j'ai beaucoup de choses que je n'ai pas utilisées. J'ai des rushs, j'ai même des rushs de beaucoup de reportages que j'ai pu faire que je n'ai pas encore mis sur la chaîne. Donc ce sera assez facile pour moi de vous gaver de certaines choses, mais ce n'est pas forcément le but. Le but aussi de ces tutos, c'est de varier un petit peu, de passer d'une semaine à l'autre, de vous retrouver chaque semaine avec des sujets différents pour pouvoir vous apporter au fil du temps, sur la longévité, des choses un petit peu nouvelles. Pas toujours m'enfermer. Là, on a fini un petit arc sur le katana. Vous avez vu que j'avais donc acheté la Tsuba. Je vous ai montré comment je l'ai trouvé, comment j'ai pu avoir une traçabilité et comment je l'ai installé avec grande difficulté, certes, mais comment j'ai pu l'installer sur mon Yaito. Donc cet arc étant terminé, je n'entends pas aborder le thème du katana avant un petit moment. Voilà, donc cette chaîne-là, 14 millions de vues, c'est surtout donc grâce à vous. Les tutos du sensei aussi au bout d'un an. Si je prends autant de plaisir à les faire, c'est parce que c'est un moyen d'expression nouveau, pour moi, différent de ce que je peux proposer à mes éditeurs, mais aussi parce que ça nous crée un échange. Et à vous de décider si vous me trouvez légitime ou non dans mon expertise pour continuer à regarder mes vidéos. Si vous trouvez que je suis un neuneu, vous pouvez passer à quelqu'un d'autre. Moi, il n'y a pas de souci, il en faut pour tout le monde de toute façon. Dites-vous bien qu'avec 14 millions de vues, j'ai 5000 vues par jour. D'accord, c'est les statistiques de la chaîne. J'ai entre 5 et 6000 vues hors pic de ce que je peux proposer d'exclusif. La moyenne, on va dire, c'est 5000 vues par jour. Donc 5000 vues, ça fait quand même beaucoup de commentaires, ne serait-ce qu'à la fin de la semaine. J'ai beaucoup de commentaires que je vais un petit peu analyser. Forcément, il y a du positif, il y a aussi du négatif quand on s'expose, quand on fait quelque chose. On a toujours ce que j'appelle les experts Facebook, c'est-à-dire ce sont les personnes qui ne sont pas sur les tatamis, mais qui vont quand même donner leur avis d'expert pour vous expliquer qu'ils auraient fait sûrement beaucoup mieux que vous. Donc ça, c'est très intéressant. Moi, ça me fait beaucoup sourire. Mais bon, je suis dans le monde de la production depuis quand même pas loin de 20 ans, voilà, des personnes qui viennent avec l'invective essayer de vous rabaisser, je connais ça par cœur, je les mets de côté, je ne m'en occupe pas, je ne leur réponds pas, je ne leur attribue pas d'importance, donc je n'essaye justement de ne pas engendrer du temps ou de l'énergie pour ces personnes-là, mais plutôt pour les personnes importantes, c'est-à-dire, je pense, vraiment, vous êtes une bonne communauté, et on a un échange qui est super cool, voilà. Donc, si vous êtes là, et si vous êtes resté jusqu'à cette durée de vidéo, c'est qu'on s'entend plutôt bien. On va parler maintenant un petit peu du marché actuel des arts martiaux. Donc le marché il a un petit peu évolué. Moi je l'ai démarré il y a 20 ans. J'ai commencé avec le design ou le redesign visuel des affiches du Festival des arts martiaux de Paris-Bercy pour les éditions européennes de magazines. Et ces éditions-là possèdent
un pôle de rédaction qui s'appelait Karaté Bushido, qui faisait une revue Karaté Bushido, qui font toujours une revue Karaté Bushido. Donc j'ai commencé dans ce pôle-là, et petit à petit, je suis passé de la direction artistique du Festival des Arts Martiaux à de la rédaction, donc déjà beaucoup de publicité, de maquettes, de mise en page, de communication à travers le magazine, puis à la rédaction. Avant de passer à la vidéo, j'ai travaillé avec Jean-Paul Maillet, le responsable de l'émission, le présentateur de l'émission Hippon sur Canal+, pendant un bon moment. Et on a travaillé ensemble sur le pôle vidéo de Karaté Bushido, avant de, on va dire, d'exploser dans différents domaines avec différentes autres productions. La mise en scène, et puis après différents éditeurs. Une fois que Jean-Paul est parti, j'ai repris le pôle vidéo, et j'ai travaillé avec d'autres éditeurs allemands, notamment VP Masberg, des éditeurs au Japon, avec différents contacts également qui m'ont permis, à travers des fédérations, à travers des experts, de faire des choses comme avec Frank Ropers. On parlait tout à l'heure de clics faciles. Avec tous les rushs que j'ai avec Frank Ropers, je sais à quel point il est populaire. Je pourrais vous gaver de vidéos de Frank Ropers en train de faire telle ou telle technique. Ce serait très facile d'engendrer du clic. Ce n'est pas forcément mon objectif. Mon objectif, c'est d'éviter le toujours plus. Voilà. Pour moi, 14 millions de vues, alors que ce n'était pas du tout mon but, c'est déjà plus qu'inespéré. Je gagne un petit peu d'argent tous les mois. Je gagne entre 100 et 200 euros par mois grâce à cette chaîne. On va dire entre guillemets, sans rien faire, c'est un bien grand mot, puisque je vous propose quand même des choses en permanence, et puis je mets en vidéo et en lumière ce que je peux faire ou ce que j'ai pu faire dans mon métier. Donc, ça me permet de m'en satisfaire en évitant le toujours plus, c'est-à-dire aller chercher les petits sous supplémentaires, mais qui, moi, me perdraient un petit peu dans ma philosophie et qui, je pense, finiraient par perdre aussi l'identité de la communauté que j'ai envie d'avoir, parce que j'ai pas envie d'avoir tout le monde et n'importe qui. Donc, dans ce monde de production martiale, il y a des normes et il y a des règles. Il y a des règles qui, on va dire, imputent aux éditeurs, et il y a des règles qui nous concernent, nous, les réalisateurs et producteurs. Donc, quand on parle d'édition, vraiment, c'est-à-dire je vais prendre la presse avec, on va dire, en grande partie, et l'édition vidéo, sont les deux gros pôles qui vous sont proposés aujourd'hui. Ce schéma-là a certes énormément évolué en 20 ans. Déjà, il y a l'arrivée du numérique, que ce soit l'appareil photo, que ce soit la caméra, qui ont offert beaucoup plus de facilité aux personnes. Aujourd'hui, avec un smartphone, vous pouvez filmer en 4K, vous pouvez publier en temps réel. À l'époque, il fallait quand même des grosses caméras. Mes premières caméras de reportage, c'était des caméras épaules assez conséquentes. Les dernières sont beaucoup plus petites et légères, donc plus facilement transportables, mais on est quand même passé à une sacrée évolution. Le numérique aussi, la photo, avant c'était de l'argentique, il ne fallait pas faire n'importe quoi, il fallait quand même avoir de vraies compétences. Aujourd'hui, on a des appareils photo ultra automatisés qui font des très belles choses, voire même des photos sur des smartphones qui sont exceptionnellement belles. Donc, ça a démocratisé, et si ça a démocratisé le métier, ça a créé plus de concurrence, ou en tout cas, ça a baissé un petit peu les critères d'exigence de certains éditeurs. Ça, c'est le premier point qui rend notre métier un petit peu plus difficile. Le deuxième point, c'est évidemment l'arrivée du haut débit, donc qui a permis d'avoir des logiciels piratés mais gratuits pour tout le monde, parce que la plupart du temps, chez vous, si vous êtes un peu passionné, vous allez avoir des Photoshop, vous allez avoir des logiciels de montage, vous ne les avez pas forcément tous payés, où il y a maintenant des systèmes de location de logiciels qui permettent de travailler. Donc ça aussi, ça a démocratisé cette forme d'expertise qu'on pouvait avoir il y a 20 ans. Et puis le haut débit permet aussi d'avoir accès à des vidéos en streaming. Donc je mets en marge toutes les plateformes de streaming de type Netflix qui présentent peu de choses dans le monde des arts martiaux, mais on va dire que sur YouTube, désormais, vous trouvez absolument tout, à un point que si vous êtes karatéka et que vous êtes passionné, vous pouvez même vous enregistrer auprès de la JICA pour suivre les cours en ligne. C'est ce qu'ils ont fait pendant 2 ans de Covid. Vous avez des masterclass de la JICA directement en ligne depuis chez vous. Chose qui était complètement inimaginable avant. Il fallait envoyer un expert dans les lieux de la JICA pour filmer et pour ramener des images. Donc c'était très exclusif. Les premières cassettes de kata JICA valent, on va dire aujourd'hui, assez cher. Elles sont très réputées pour ça. Aujourd'hui, sur YouTube, vous avez tout. Donc ça oblige à travailler différemment. Ça, c'est un petit peu pour notre façon de procéder et la façon dont les éditeurs ont dû évoluer. C'est pour ça que la presse papier a beaucoup plus de mal aujourd'hui. J'arrive bien en marge de ça, mais en parallèle à ça, il y a aussi une volonté des éditeurs d'aller chercher, alors j'allais dire la facilité, mais en tout cas, aller chercher le public là où il se trouve en plus grand nombre. Il est évident que, quelles que soient vos disciplines, il y a plus de débutants que d'experts gradés. Donc, si on va faire des vidéos pour les experts,
on va avoir un public très restreint. Je ne dis pas que les débutants ne vont pas s'y intéresser, mais si on veut parler hyper concrètement, un DVD pour passer un premier dan sera toujours mieux vendu qu'un DVD pour passer un 5e dan. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de personnes qui sont 4e dan et qui vont essayer de passer le 5e dan. Et il y a beaucoup plus de personnes qui sont de la ceinture, on va dire, débutante au premier dan, qui vont vouloir savoir comment faire pour passer leur premier dan. Donc, quels que soient les éditeurs, quelles que soient les disciplines martiales, nous, quand on nous mandate pour faire des vidéos, c'est toujours faites une vidéo pour le premier dan. Ce qui, au bout d'un moment, au bout de 20 ans, finit par être un petit peu épuisant parce qu'on a l'impression d'avoir vu tous les programmes par cœur. Et c'est beaucoup plus intéressant quand on commence à, si vous êtes gradé déjà dans votre discipline, vous vous rendez compte que le premier dan, même à travers les stages d'experts, quand vous payez pour avoir un stage d'expert 7e dan et qui vous apprend à passer votre ceinture noire, c'est un peu embêtant, on va dire, c'est un peu ennuyant. Donc, on attend d'un expert qui nous montre des choses d'expert. Mais il y a moins de public, donc les éditeurs sont beaucoup moins partants pour faire des programmes exclusifs pour les gradés et les hauts gradés. Ou en tout cas pour les experts qui cherchent des choses beaucoup plus précises. C'est le cas également du reportage, parce que le reportage c'est culturel et on se rend compte que dans les vidéos qu'on peut proposer, les gens vont rechercher de la technique, comment faire un kata, comment faire quelque chose. Il faut leur, entre guillemets, leur mâcher le travail pour leur montrer. Mais le reportage sur le contexte, la condition, sur la culture, sur la philosophie, fonctionne beaucoup moins bien. J'ai fait beaucoup de reportages, les Budo-Masters que j'ai fait pour différents éditeurs, des vidéos que j'ai ramenées du Japon, le Budo-Master que j'ai fait à Okinawa, et en tout cas en termes de filmage, un des plus beaux programmes que j'ai pu proposer. Certes, c'est celui qui fonctionne le mieux dans l'univers des reportages que j'ai proposés, mais en termes de vente, pour les éditeurs, les retours que j'ai des éditeurs, c'est vraiment minime par rapport au DVD premier dan que j'ai pu faire par exemple avec les maîtres de Keio, qui lui est réédité parce qu'il est très populaire, parce que c'est du premier dan. Donc les éditeurs vont nous forcer un petit peu à aller là où il y a du public, au détriment de parfois certains éléments culturels qui n'auront pas leur place dans un DVD. Certaines revues, comme Yashima, qui est apparu il y a quelques années, a essayé de s'orienter dans cet axe beaucoup plus précis, avec de véritables sujets de fond sur la philosophie, un petit peu comme ce que faisait la famille Play à l'époque avec l'art intemporel du Japon. Donc c'était, on va dire, c'est ambitieux d'aller dans cette démarche-là. On se rend compte de la difficulté que c'est de financer un tel magazine lorsque l'on veut être aussi pointu dans des domaines aussi exclusifs. Alors les pratiquants, les passionnés se régalent, mais le grand public se sent un petit peu coupé. Donc il faut réussir à trouver une balance pour on va dire, englober tout le monde. Donc c'est un petit peu le problème du marché actuel des arts martiaux, c'est-à-dire qu'on a d'un côté cette demande d'avoir du grand public, de ramener le grand public, mais en même temps le pratiquant veut des choses exclusives et surtout pour un éditeur, que ce soit en vidéo ou en presse, il faut à tout prix apporter des sujets que l'on ne trouve pas sur Internet. Sinon, le support ne sert à rien, puisqu'on a déjà des choses sur Internet. Et puis en plus, sur Internet, on a de l'immédiateté. Donc tout ce qui était... Moi, j'ai connu à l'époque d'aller sur place pour voir un championnat, pour pouvoir en faire le reportage et le proposer. Mais désormais, c'est complètement caduque. Aujourd'hui, le championnat, il se vit en direct sur YouTube. Et c'est pas... Vous savez, quand on fait un magazine, en janvier, par exemple, on fait la conférence de rédaction pour prévoir les sujets. Durant tout le mois de janvier, on va commencer à travailler dessus. On a jusqu'au début février pour boucler. En février, ça part à l'impression et le magazine arrive fin février pour être distribué en mars. Donc, entre ce qu'on va faire en janvier et la date de parution, lorsque la personne a le magazine dans les mains, il y a entre 1 mois et 2 mois de décalage. Donc, quand vous faites un reportage sur un événement précis qui a eu une date précise, en presse-papier, on l'a toujours avec beaucoup de semaines de décalage, chose que sur Internet, on n'a plus. Donc aujourd'hui, ça nous oblige aussi un petit peu à revoir notre copie. Sur YouTube, justement, j'essaie de vous proposer des choses multidisciplines, des philosophies, des principes, des focus qui s'abordent à tous, mais aussi justement en profiter pour ramener des reportages en avant. D'ailleurs, je suis très content parce que les 3 premières vidéos qui dépassent le 1 million sur cette chaîne, ce sont des vidéos de reportages du Japon et pas forcément des katas. Alors, elles sont suivies de très près ensuite par des vidéos de kata. Mais voilà, je suis très content, même si le sujet c'est le katana et que le katana c'est forcément très populaire, on reste quand même dans YouTube permet de partager, de diffuser un petit peu de culture et de reportage. Et ça, c'est quand même super agréable parce que finalement, de nos jours,
le DVD ne nous permet plus vraiment, par le biais de ce support, de proposer ce genre de choses. Voilà, donc mon métier n'est loin d'être fini. Pour ma part, j'ai aussi d'autres conditions de travail, parce que je ne travaille pas que pour certains éditeurs, je travaille aussi pour d'autres personnes, et j'ai aussi des contrats de non-disclosure, c'est-à-dire des contrats de confidentialité qui m'obligent parfois à ne pas parler de ce que je fais. Donc, et même si parfois je le fais en amont, je le fais en parallèle de ce que, en amont ou en parallèle de ce que je peux vous proposer sur la chaîne. Je pense par exemple, il y a quelques semaines, vous avez peut-être pu m'apercevoir en train de faire du karaté avec un célèbre présentateur télé, Jean-Luc Reichmann. On a fait du karaté, on s'est beaucoup amusé, on a parlé notamment de l'ami Lionel Froidure, qui a aussi sa chaîne YouTube. Et je vous invite d'ailleurs, il est je pense que si vous êtes sur ma chaîne, vous devez connaître Enter Martial, qui est aussi une très belle référence de culture et d'amener cette à la fois vulgarisation et ce reportage sur les arts martiaux. Mais quand j'ai été dans ces studios à la Plaine Saint-Denis pour participer à l'émission de Jean-Luc Reichmann et qu'on a participé tous les deux à des échanges martiaux, ce jour-là, je n'avais pas le droit d'en parler. Je n'avais pas le droit de vous dire « Ah, je vais à la Plaine Saint-Denis, regardez ce qu'on va faire, rendez-vous telle date pour le jour de la diffusion », car ce sont des émissions qui sont enregistrées longtemps avant. Donc je n'avais pas le droit du tout de parler de ce qu'on avait fait sur place. Il faut attendre que la diffusion soit faite pour commencer à communiquer dessus. C'est le cas actuel où j'ai un contrat pour coacher et chorégraphier du karaté, être spécialiste de karaté dans le monde du cinéma français, pour un film qui sort d'ici la fin de l'année au cinéma, sur les écrans de cinéma. Et je n'ai absolument pas le droit, à l'heure actuelle, de vous en parler. Donc, ce sera au fil du temps que je vous révélerai des petites choses comme ça. Donc, on a aussi, quand on fait des reportages pour différents éditeurs, ou quand on a des aventures en annexe de ces reportages, on a des choses sur lesquelles on n'a pas le droit de parler. Alors, certains, bien informés, pourront aller fouiner, on va dire, trouver de leur côté des choses. Mais de manière générale, nous, on a quand même des contrats qui nous obligent à faire le silence total, parce qu'il y a des avocats derrière qui nous tomberaient dessus si jamais on allait rompre ces contrats. Voilà, donc ça, c'était un petit peu pour le marché actuel, qui va chercher un petit peu, on va dire, la facilité. Et l'expertise est quand même beaucoup plus rare. C'est justement la raison. Un an plus tard, après ce début des tutos du sensei, c'est la raison qui me pousse encore aujourd'hui à vous proposer des vidéos, des focus, des points de vue, une méthodologie pour faire des choses, sans vous expliquer quoi faire, comment faire, ou de manière très rare ou très éparse. Mais voilà, parce que je veux continuer cet échange, cette culture que l'on ne va pas avoir ailleurs et qui, je trouve, est totalement en marge de ce que les éditions aujourd'hui en France peuvent vous proposer. Donc je continuerai, cette nouvelle année va voir de nouveaux tutos arriver, c'est-à-dire à la fois continuer ce qu'on fait, et je vais vous proposer également des focus que l'on n'a pas encore fait jusqu'à présent, qui me tiennent énormément à cœur, sur lesquels j'ai déjà beaucoup réfléchi, et j'ai déjà passé des accords avec justement certains auteurs pour pouvoir faire des choses. Donc cette nouvelle année devrait voir arriver des petites choses qui vont être croustillantes. Passez une très bonne semaine, je vous dis à lundi prochain pour un nouveau tuto. Ciao!